Monsieur Moutard nous parlait des nouvelles formes d'aménagement qui seraient recherchées. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation de dernière minute. Là, je remplace François Riosec, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et François m'a embarqué avant le Covid dans une aventure. Oui, c'est celle-là, c'est celle-là. Dans une aventure dont j'étais assez prudent, pour tout vous dire, qui est d'une extension de ville, une extension de territoire, alors que depuis des années, les sujets de régénération de territoire, on dixit les projets de rénovation de friches en ce moment, etc., industriels, ont très fort impact et sont très soutenus. Alors, on est parti sur cette aventure, et cette aventure, en écoutant les uns et les autres, et notamment Qualitel, où on n'a pas beaucoup parlé de la qualité de l'air et de la notion comment dirais-je, de qualité de l'air dans son appartement. Oui, on a parlé du volume, mais on a parlé de cette notion d'avoir des appartements à double orientation, etc., pour pouvoir ventiler, etc., alors qu'on fabrique depuis 30 ans des appartements placards, des appartements de plus en plus petits, etc., qui posent un vrai problème et que je n'ai pas entendu dans le questionnement qu'on vient d'entendre. Alors, l'idée de partir... Je vous arrête une seconde, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, ouais, en disant qu'une conséquence de la pandémie, ça ouais, serait peut-être le traitement de l'air dans les logements, et ouais, notamment avec les filtres antiviraux, exactement, comme il y a dans les avions, exactement, enfin, quand ils volent et que le moteur ne brûle pas. Mais, comme dans les trains, maintenant, ça vaut très cher, mais probablement on va aller là-dessus. On risque, c'est le génie de l'ingénieur qui va et en revenir. l'espèce, ce serait le génie climatique. Voilà, le génie climatique. Voilà. Et donc, l'idée, juste avant le mois de mars, est cette idée de pouvoir, comment dirais-je, habiter, c'est le souhait de beaucoup de nos concitoyens d'habiter en frange des métropoles, en frange des villes, et pourquoi pas un peu à la campagne, on l'a entendu, même si on a eu un propos de notre notaire très parisien. Je veux dire, il y a quand même, ce phénomène existe, et j'ai beaucoup contribué en tant qu'architecte à la réalisation de gares dans beaucoup de villes moyennes en France depuis 25 ans, et ce qui a permis d'ailleurs à 1 heure de Paris, 1h30 de Paris, de pouvoir aller très vite, soit pour aller travailler, soit pour aller habiter. Donc, quand on m'a posé la question de savoir comment, aux franges de Toulouse, on pouvait habiter ces territoires qui sont aujourd'hui dans une des plus grosses démographies françaises, l'Occitanie, qui sont réalisées par des petites maisons partout sur des terrains à 15 à 20 logements à l'hectare, donc avec une imperméabilisation des sols extrêmement importante, je me suis dit comment nous allions faire. Alors, c'est à ce moment-là que la nature, cette fameuse nature, mais une nature exploitée, c'est pas l'espace vert des années 50, mais une nature qu'on va travailler, qui va être nutritive, qui va être une nature de proximité. C'est cette nature qui m'a intéressé à promouvoir, et en même temps à promouvoir un urbanisme, pas uniquement l'architecture, un urbanisme qui assemble plusieurs manières d'habiter, parce que je crois qu'effectivement, il y a cette idée, cette volonté toujours depuis les années 50 d'avoir une maison individuelle, d'habiter à la maison individuelle. Il y a l'idée d'habiter l'immeuble qui a été très fortement promu par la promotion, par les grandes copropriétés, etc. Et puis, il y a cette notion d'échelle que j'appelle l'échelle perdue, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop dans une cage d'escalier, que les copropriétés soient plus petites, soient plus mesurées, qu'on puisse habiter une maison, mais en même temps habiter un petit immeuble qui est à côté, les choses ne sont pas antinomiques, etc. Et je pense qu'il y a une recherche très, très importante d'assemblage de différentes typologies aujourd'hui qui permettrait de continuer de développer les villes et à leur frange, à leur lisière, et qui n'est pas forcément ce périurbain dont on entend parler tout le temps, mais c'est une autre manière de fabriquer des faubourgs. Les villes qui ont gardé les faubourgs du 19e, qui étaient installés le long des rues, le long des routes, le long des jardins, ont maintenu une typologie tout à fait intéressante. Dès que le zonage des grands ensembles, des grandes copropriétés et des autres assemblages de maisons, mais des clos, dès qu'on a fabriqué ça, avec l'aide des PLU, des postes qui sont devenus des PLU, on a fabriqué ces séparations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période, et le post-Covid peut nous aider à faire ça,
à repenser véritablement l'aménagement de ces franges des villes pour pouvoir réassembler des typologies pour y habiter, pour y travailler ponctuellement. Et c'est l'objet de ces écoquartiers et de ces agroquartiers. Alors, ça veut dire quoi? Quelle différence vous faites entre l'écoquartier et l'agroquartier? Alors, l'agroquartier est une forme d'écoquartier, sauf que j'installe dès le départ une ferme urbaine, c'est-à-dire que généralement, en fonction de la qualité des sols qu'on va analyser, parce que très vite, quand on est architecte, ingénieur, on analyse les sols pour la portance, mais pas pour la qualité nutritive des sols. Et par exemple, en région Occitanie, les sols sont très argileux, sont des sols très, très peu riches pour pouvoir. Donc, on installe en permaculture avec des groupes qui travaillent avec nous, des petites fermes urbaines qui produisent en hors sol à 1 mètre du sol, c'est-à-dire qu'on n'est pas bio, mais on est hors sol. On fabrique une ferme urbaine qui va produire tout de suite un maraîchage de proximité pour les futurs habitants du quartier. Hein. Donc ça, c'est une chose absolument essentielle qu'on installe dès le départ et qui est un élément d'accroche au territoire. Parce que là aussi, je pense que dans l'aménagement de ces quartiers, de ces continuités de la ville, qu'on soit en Occitanie, en Champagne, en Alsace, à Bayonne ou en Bretagne, je veux dire, les climats ont changé, les sols ne sont pas les mêmes, et les typologies, les assemblages que j'évoquais d'architecture doivent être différents. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, cette notion de sur-mesure pour continuer nos villes, dans notre j'entendais tout à l'heure des démographies, mais nous sommes dans une démographie quand même très descendante. Il y a depuis 2014 moins de 70 000 naissances en France, enfin je veux dire par an. Je veux dire, on est dans une période, même si on est le plus gros facteur de naissance européen en France, mais quand même, il y a une démographie qui est stagnante. Hein. Bon. Donc, je veux dire, on peut se reposer certaines questions sur la manière d'habiter, les surfaces, le volume, vous l'avez dit. Donc, on n'est pas les seuls. Je vous rappelle que l'Allemagne, notamment, ou encore beaucoup plus, une courbe démographique beaucoup plus que la assez nôtre. problématique. Assez problématique, absolument. Donc, ça veut dire que la première chose, c'est qu'on analyse les sols, on regarde le territoire tel qu'il est, et on va essayer, comme on avait fait les faubourgs des villes, etc., à la fin du 19e, de comprendre comment on va connecter ces territoires les uns avec les autres. Et là, on retrouve les traces des chemins d'exploitation des agriculteurs, même s'ils ont été remembrés. Les traces ces traces sont très prégnantes, elles restent, elles sont très résilientes. On va les utiliser pour connecter ces lieux avec les lieux existants. Et petit à petit, on va découvrir que, et c'était le cas par exemple dans cet agroquartier de Toulouse, qui avait un lycée qui était tout seul en périphérie d'une ville, un collège qui était tout seul, et une petite école qui venait de se construire, tout seul. C'était parce que vous connaissez tous le fait de donner les fonciers qui à la région, qui au département, etc., pour pouvoir installer ces grands équipements, et on les met où? Dans des fonciers souvent les moins, en périphérie des villes, et ça veut dire que moi, étudiant, moi jeune, etc., pour aller à l'école, pour aller au collège, pour aller au lycée, je fais comment? Donc deuxième sujet, une fois qu'on a fait ces continuités, qu'on a installé la ferme, c'est qu'on installe un système de mobilité à la demande, et ça c'est extrêmement important, je vais revenir dessus, parce que c'est un peu mon dada. C'est aujourd'hui, quand vous installez... Dada, au sens, vous promenez à cheval, c'est ça? Absolument, absolument. C'est que aujourd'hui, quand vous installez un nouveau quartier, un agroquartier, etc., si vous prenez les ratios d'utilisation de l'automobile tels que les PLU le donnent encore, etc., vous allez imperméabiliser les sols de façon incroyable. Alors que si vous économisez l'équivalent de la deuxième voiture, ce que nous proposons avec de l'autopartage résidentiel, et il y a un nombre d'opérateurs privés aujourd'hui partout qui sont en France, qui sont prêts, y compris en Île-de-France, et qui sont prêts à jouer le jeu et soutenus par les régions depuis la loi LOM qui a été votée l'année dernière, en 2019, eh bien, à ce moment-là, on peut proposer un service à ses futurs habitants qui économise en gros 50% du coût de la voiture et on limite l'imperméabilisation des sols de façon très importante. Donc, le deuxième grand critère, c'est un taux de maintien de pleine terre dans ces territoires entre 50 et 60%. C'est absolument essentiel. Ça veut dire qu'on reconsidère les emprises des rues, les emprises imperméabilisées, etc., etc. Ça paraît
ça paraît évident, c'est plus compliqué, mais voilà, on sait le faire et aujourd'hui, on a le soutien d'opérateurs pour le faire et le développer. Ça sous-entend qu'on crée un écosystème pour fabriquer ces nouveaux quartiers dits bas carbone, c'est-à-dire que c'est une réflexion globale qui part de l'étude des sols, de la limitation de l'imperméabilisation, de l'usage de la voiture autrement, de l'assemblage de typologies, la maison, l'immeuble dit intermédiaire, cette échelle perdue que nous avions développée à une époque et qui s'est un peu arrêtée malheureusement. Je rappelle que dans beaucoup de nos PLU en France, vous avez soit maison individuelle, soit collectif. Mais il y a plein d'autres choses, il y a plein d'échelles perdues pour habiter autrement la ville. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui d'inventer et de mettre en place. Et tout ça forme, avec une réflexion sur la baisse des charges, parce que ça aussi, je ne l'ai pas entendu dans Qualitel, mais c'est faire baisser les charges qui n'ont fait qu'augmenter. On a parlé des coûts, hein, mais les charges pour les gens, c'est considérable. En étant propriétaire, tout d'un coup, on dit faire baisser les charges. Je l'ai dit pour la mobilité, faire baisser les charges de la deuxième voiture, c'est vrai pour l'énergie. C'est vrai pour l'énergie. Et ça veut dire que j'habite une maison, j'habite un logement dit intermédiaire, ou j'habite un petit immeuble, à ce moment-là, il faut penser l'énergie de façon concomitante, pardon, j'avance vite, de manière à trouver une solution qui permette de limiter les charges pour les uns et pour les autres. Au même titre que nous avons inventé un nouveau métier qui s'appelle syndic des mobilités pour gérer ces mobilités pour les uns et les autres, au même titre pour l'énergie, il faut qu'il y ait un syndic de l'économie d'énergie pour l'ensemble de ces processus. Donc là, en faisant ça, on commence à avoir, par l'intermédiaire d'une maison du projet, à chaque fois autour de la ferme qu'on installe, on installe la maison du projet, qui explique ce que je vous raconte, c'est-à-dire différentes manières d'habiter. Moi, je veux une maison, on va trouver une maison, je veux un immeuble. Et puis, dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est que les gens veulent du service. Les gens veulent acheter du service. C'est-à-dire que ce que nous avons perdu dans le logement, en 50 ans, on a perdu 30% de la surface du logement. 30% en 50 ans. On a perdu les locaux communs résidentiels. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'architecte, c'était obligatoire, il y avait un local commun résidentiel. C'était obligatoire. Il n'y a plus une surface commune partagée. Les gens veulent donc du nouveau service, c'est-à-dire de la conciergerie, c'est-à-dire un tiers-lieu. Je ne sais pas qui a évoqué le tiers-lieu, mais j'installe des tiers-lieux dans tous ces quartiers. En matière de droit du travail, c'était autre chose. Mais absolument, c'était autre chose. On installe des tiers-lieux parce que, évidemment, mon appartement, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, je ne pourrais pas y travailler, y loger. Enfin, à un moment, il y a une limite. Une machine à laver. Une machine à laver, il y a une limite au système. Donc, je traverse la rue et j'ai un petit tiers-lieu pour aller travailler. J'ai installé ça dans les gares déjà, ça évitait aux gens de prendre les trains, de surcharger les trains Transilien à l'époque où ils étaient surchargés. Et donc, on avait déjà installé ça dans les gares. Ces petits tiers-lieux, on les met dans ces agro-quartiers aux franges des villes moyennes et des métropoles. Donc, les gens veulent du service. Et ce service-là, évidemment, pour terminer, je terminerai là-dessus, c'est un service sur la santé. Il y a une très grosse demande de services de proximité sur la santé. Et sous réserve de 1, je me déplace moins, puisque je vais pouvoir télétravailler, on l'a dit, etc. 10, 12, 15, 20%, je ne sais pas. Donc la gestion des flux du matin et du soir, des grands flux, on va les gérer autrement. Et donc ces quartiers vont permettre d'habiter qui à la campagne, qui dans ces villes, qui aux franges de ces territoires, avec effectivement une notion de service, une notion de nature qu'on va se réapproprier et qu'on va travailler avec des agriculteurs. Et je travaille beaucoup avec le groupe Agro Solutions qui nous aide, filiale d'Invivo, qui nous aide pour trouver des exploitants pour exploiter ces territoires, et non pas des charges d'espace vert, oui j'ai fini, pour continuer à payer des charges d'espace vert. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Une observation et une question. L'observation, c'est que je vous ai à aucun moment entendu parler d'interdiction. Pour moi, c'est nouveau. Vous avez parlé de solutions et non pas d'interdiction. J'ai entendu pour les véhicules, oui, par exemple. Absolument. La question, de plus en plus, monte l'idée de la défense des terres arables
en périphérie des villes. Est-ce que vous inscriveriez dans cette notion? Oui, je pense que quand j'ai dit qu'il faudrait entre 50 et 60% de pleine terre, c'est-à-dire qu'une des premières réflexions après avoir analysé les sols, c'est de dire on installe 50 à 60% de pleine terre. Et on se débrouille. J'oublie que mes petits immeubles sont sur pilotis, je n'utilise pas. Bref, mais on prend cette considération comme une responsabilité, importante, effectivement. Oui, absolument. Merci.